te laisse la parole. Eh ben bonjour, donc du coup moi c'est Lydia, je suis photographe animalière depuis plusieurs années et également formatrice photo sous le nom de Patoun et Moustache. Je suis spécialisée en chats et chiens tout simplement parce que je suis totalement passionnée, voilà, comme beaucoup d'entre nous ici je pense. Je n'ai pas suivi de formation particulière pour être photographe, c'est-à-dire que j'ai à la base fait un DUT plus une licence en bibliothèque et je me suis rendu compte rapidement que ça ne m'allait pas. Du coup, tout simplement, j'ai pris mon appareil photo un jour, j'ai fait des photos et là j'ai eu un peu la révélation. Et au fur et à mesure, j'ai tout simplement fait des photos d'abord avec mon propre animal. J'avais un petit chat à l'époque qui s'appelle Mishka, que j'ai toujours heureusement. Après, j'ai fait des photos avec des amis à moi. Puis au final, j'ai fini par poster un message sur Facebook en disant « Hey, j'aimerais bien faire des photos d'autres animaux ». Et j'ai eu des centaines de réponses sur le post Facebook, je ne m'y attendais absolument pas. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à faire des séances photos par-ci, par-là, et où j'ai vraiment eu le déclic en fait, et où je me suis lancée à fond là-dedans. Du coup, comme je le disais un peu plus tôt, je suis également formatrice photo depuis cette année. À la base, j'étais Patoun et Moustache pour tout, c'est-à-dire que je regroupais la photo et la formation dessus. Sauf que formatrice, c'est un vrai métier à part entière, et du coup, j'ai décidé cette année, pendant le confinement d'ailleurs, de faire la scission, parce que tout simplement, c'est plus clair pour les gens, c'est plus clair pour moi, et ça me permet vraiment du coup de séparer tout ce qui est photo et tout ce qui est formation. Parce que, encore une fois, la formation, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut des compétences différentes de juste être photographe et faire des belles photos. Donc, du coup, voilà. Mon travail à moi, il est basé sur les émotions et le bien-être animal. C'est aussi en partie pour ça que je suis à ce salon-là. Les émotions, tout simplement, parce que pour moi, les animaux, c'est super important et je suis persuadée que un chien, c'est pas juste un chien ou juste un chat ou juste un rat, ou on peut continuer longtemps comme ça, et qu'ils ont tous des émotions particulières, des expressions qui leur sont propres, et que ils font tout simplement partie de notre famille, et que il faut en fait qu'on soit témoin de ça, il faut qu'on puisse retranscrire ça, et pour moi la photo c'est aussi ce moyen-là. Donc comme je disais aussi, les expressions qui vont avec les émotions, et ils font part de notre famille. Du coup, pour vous présenter un petit peu mes propres animaux, c'est donc Mishka, la plus vieille de mes boules de poils. C'est avec elle que tout a réellement commencé. J'aime dire qu'elle est aussi belle que snob, parce que mademoiselle est super grognon, et en général, si vous allez pour essayer de la caresser, elle va avoir tendance à vous feuler dessus. Voilà. Mais à part ça, je l'aime beaucoup, elle est très gentille, et quand j'ai de la chance, elle vient même me faire des câlins de temps en temps. Le deuxième arrivé à la maison, c'est Marvel, mon berger australien, qui d'habitude me suit partout, mais qui n'a pas pu être avec moi aujourd'hui, malheureusement. Et j'ai tendance à dire qu'il est complètement fou. C'est mon grand pot de colle. Et il est très joueur. C'est un chien vraiment adorable, qui aime tout le monde, qui est tout le temps super actif. Bon, un peu les bergers australiens, on va pas se mentir. Mais voilà, il est un peu mon double, j'ai envie de dire. Et le dernier petit arrivé, c'est Mephisto, surnommé Mephi. Un petit chat que j'ai récupéré dans la rue, qui est super curieux. J'ai tendance à dire qu'il est bizarre aussi parce qu'il a toujours le chic pour dormir dans des positions et dans des endroits, mais je me demande toujours comment il fait. La plupart du temps, j'adore faire des puzzles et je le retrouve, mais les pattes complètement en l'air avec genre des pattes derrière la tête, la queue qui se barre n'importe comment. Je ne sais même pas comment il fait pour tenir cette position. Et tout ça dans la boîte de puzzle recouvert de pièces de puzzle. Donc voilà, Mephi, c'est le chat bizarre. Et absent, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un bourlingueur et que du coup, ça lui arrive de s'absenter 2 jours régulièrement de la maison avant de revenir et de passer sa vie à dormir près de moi. Voilà. Donc, la photographie, qu'est-ce que c'est ? La photographie animalière, c'est un peu particulier. C'est pas de la photo qu'on peut faire, je dirais pas facilement, parce qu'au final, tout le monde peut faire de la photo facilement. Mais c'est quelque chose, en fait, de particulier dans le sens où pour faire des photos d'animaux, il faut avoir 2-3 qualités requises. J'ai souvent entendu parler, à l'époque où j'ai commencé, parce que je suis une des toutes premières à avoir commencé en France, de gens, notamment des magasins, beaucoup, qui embauchaient des photographes justement pour faire des animations dans les magasins jardinerie, animalerie.
et où c'était des catastrophes parce que les photographes qui venaient n'étaient pas habitués aux animaux, voire parfois même n'aimaient pas les animaux. Et dans ce cas, en fait, sur la photo, ça se ressent tout bêtement. Donc, la photographie, c'est quelque chose où il faut faire passer ses émotions, c'est super important. Et du coup, être photographe, il y a plusieurs façons de l'être. La première façon, c'est faire des études. On peut faire du coup des études de CAP photo. C'est des choses qu'on fait avant le bac. On peut faire aussi un BTS photo après le bac. Il y a certaines grandes écoles qui font des choses pour la photo, notamment la plus connue, il me semble que c'est l'EFET, qui est sur Paris. Il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts, qui a une spécialité photo. Et si jamais on ne veut pas s'engager dans les études, on peut faire comme moi et être autodidacte. Quand on est autodidacte, on a plusieurs choses qui s'offrent à nous. La première, c'est se former par les vidéos YouTube. Je pense que c'est ce que la majorité des gens font. Ensuite, on peut participer à des groupes de conseils et d'échanges. Particulièrement, j'en ai un sur Facebook qui s'appelle Trucs et astuces photographie canine et féline, Patoun et moustache parce que c'est moi, où justement il y a beaucoup de conseils et d'échanges. Les gens partagent leurs photos, partagent leurs questionnements de temps en temps. Ça peut être des questions techniques, ça peut être des questions par rapport aux clients, ça peut être comment tarifer telle ou telle chose. Voilà, c'est beaucoup de conseils et d'échanges. Après, il y a la possibilité aussi de devenir apprenti ou assistant d'un autre photographe. Donc ça, c'est valable que ce soit après des études ou alors en tant autodidacte. Sachant que c'est un peu compliqué dans l'animalier parce qu'actuellement, les rares photographes animaliers ne prennent pas de stagiaires ou d'apprentis, tout simplement parce qu'il n'y a pas un engouement assez fort dans le sens où il n'y a pas encore d'école spécialisée là-dedans, il n'y a pas encore de travail assez conséquent pour avoir un stagiaire à temps plein, c'est assez compliqué. Mais c'est quelque chose de possible. Et du coup, ça peut se faire soit dans un studio, soit avec un photographe pro, soit en alternance si on passe par une école. Sachant que quand on décide de devenir photographe professionnel, l'avenir c'est super important à prendre en compte parce que effectivement il faut quand même essayer d'en vivre. Et du coup, les avenirs qui s'offrent à nous, c'est tout simplement le salariat. On peut se faire embaucher dans une entreprise pour les animaux, c'est possible. On peut être, comme moi, micro-entrepreneur, c'est-à-dire avoir une auto-entreprise et être à son compte, auquel cas on peut facturer du coup directement à des clients, un peu comme pour les photographes de mariage par exemple. Et en étant micro-entrepreneur, on a le statut d'artisan. Et ensuite, on peut être photographe-auteur. Photographe-auteur, ça va être les photographes qui vont prendre des photos, qui vont exposer les photos, et du coup, après, ils vont pouvoir se rémunérer sur la vente des tirages. Par contre, il faut savoir que quand on est photographe, si on a décidé d'être soit auteur, soit micro-entrepreneur, il ne faut pas qu'on se laisse aller au piège de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'appelle les pièges de l'entrepreneuriat? Tout simplement, c'est les petites choses qu'on ne vous dit pas forcément quand on commence et qui, en général, vont vous revenir à la gueule en plein milieu de votre parcours. La première chose, et la plus compliquée, je pense, c'est la solitude. Parce que quand on est micro-entrepreneur, on est toute seule dans son entreprise. Et malheureusement, il y a encore beaucoup comment dirais-je, les autres photographes, en fait, ne sont pas forcément super solidaires. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je me suis sentie vraiment très seule. Encore d'autant plus à l'époque, parce qu'on était vraiment, on était 5 sur la France entière quand j'ai commencé. Du coup, c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose qui peut vous taper en plein dans le nez, qui est assez compliqué à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à choisir en fait d'autres photographes avec qui on s'entend bien, s'entraîner là-dedans, faire des séances photos avec eux, des journées photos, des promenades. Ne pas hésiter aussi à embarquer des amis dans l'aventure, ça peut être cool. À rejoindre des groupes. Rejoindre les groupes, c'est super important. Encore une fois, si vous voulez faire de la photo, trucs et astuces, photographie canine et féline sur Facebook, c'est mon groupe. Donc la solitude, voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Ensuite, il faut aussi savoir que être photographe, c'est pas uniquement être photographe. C'est si on veut en vivre, c'est un multimétier. C'est un multimétier, pourquoi? Parce que en tant qu'entreprise, on a beaucoup de choses différentes à gérer. Par exemple, on a à faire les photos tout simplement, mais derrière, il n'y a pas que faire les photos, il y a aussi tout ce qui va être retouche, il y a aussi tout ce qui va être gestion de clients, tout ce qui va être contact client, il va falloir démarcher, il faut savoir se vendre, il faut savoir faire du marketing, il faut savoir faire de la communication, il faut être community manager pour les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il faut être comptable, il faut être plein de choses différentes.
Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut vivre de la photo. Si jamais on veut faire de la photo juste pour son plaisir, pour se former à faire de belles photos, poster sur les réseaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour vivre de la photo, c'est important à tenir compte en fait que c'est un multimétier et que quand on débute, on n'a pas forcément l'argent pour payer un community manager, pour payer un comptable et compagnie. Et du coup, il faut que nous, on puisse gérer ça tout seul. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Je le dis parce que y a certaines personnes qui jettent l'éponge. Et quand on regarde les stats de l'INSEE, il faut savoir qu'au niveau des photographes, au bout de 3 ans, moins de 3 ans, il y a 95% des photographes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte. Donc c'est énorme et c'est en partie parce que tout ce que j'ai cité avant, on n'est pas au courant en fait de tous les pièges qui peuvent nous tomber dessus et notamment de ce truc du multimétier. Ensuite, on a beaucoup de doutes et de syndromes qui vont s'infiltrer là-dedans parce que quand on est photographe, la photographie, c'est un peu un bout de notre âme au final qu'on livre aux gens quand on partage. Et du coup, c'est vrai que quand on voit les gens qui repartagent d'autres photographes et que nous, à côté, on n'a pas forcément de retour, parfois on peut beaucoup douter et notamment avoir plusieurs syndromes. Les syndromes, c'est ce que je fais beaucoup en formation avec Patoun et Moustache. On essaye de les combattre avec mes élèves. C'est tout ce qui va être syndrome de l'imposteur, le syndrome de la perfection, le syndrome... Enfin, il y en a plein, il faudrait que je passe la journée pour les énumérer. Mais du coup, en fait, c'est tout plein de choses qui sont tout simplement liées à la peur et qui vont nous empêcher d'avancer. Le plus connu, c'est le syndrome de l'imposteur, où on va avoir tout le temps l'impression de ne pas faire assez bien, de ne pas donner assez de valeur aux gens, de ne pas être à niveau. Et du coup, tout de suite, ça va nous plomber le moral, ça va faire que on n'a plus envie de s'investir là-dedans. Et malheureusement, ça a des répercussions super négatives sur nos photos, tout simplement, sur le métier. Du coup, pour contrer ces doutes, ces syndromes et tout ce bazar qui peut être un gros bourbier, il faut avoir confiance en soi. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, c'est beau la confiance en soi, tout le monde le fait miroiter, mais pourtant c'est quelque chose de super, super, super important à avoir. Tout simplement parce que ça va nous permettre en fait d'aller au-delà de ce fameux syndrome de l'imposteur. Pour une petite anecdote toute bête, je travaille avec Royal Canin depuis plusieurs années. Donc Royal Canin, c'est quand même un gros du business, on va dire. Et en fait, je n'aurais jamais osé démarcher Royal Canin si je n'avais pas décidé de dire je m'en fiche en fait, j'y vais et puis tant pis, au pire je me prends un tollé. Donc avoir confiance en soi, c'est vraiment s'en fiche un peu. Spéciale dédicace à mon amoureux qui a souvent une phrase que j'aime beaucoup, c'est « je m'en bats les couilles ». Et c'est vraiment ça en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, il faut y aller. Et si j'avais eu peur d'aller voir Royal Canin et de leur dire « Hey, je suis photographe, coucou, je suis là, embauchez-moi », j'aurais jamais travaillé avec Royal Canin en fait, tout simplement. Donc parfois, il faut prendre confiance en soi, y aller, foncer, pas chercher à comprendre et juste, on s'en bat les couilles. La deuxième chose qui est importante, c'est de se former, parce qu'on peut être autodidacte, mais même en autodidacte, on ne peut pas tout apprendre. Moi, c'est pareil, je suis autodidacte, mais à certains points clés de mon parcours, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations en marketing, j'ai fait des formations pour apprendre à utiliser Instagram, Facebook. Donc, c'est important de se former, de connaître en fait ses limites, de connaître là où on a un lac en fait de connaissances. Je viens de le dire en anglais, mais c'est pas grave. Et du coup, de se former sur ces points particuliers, parce que du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. En même temps que la formation, c'est bien de se faire aider aussi, de temps en temps. Avoir un coach business, par exemple, ça peut être super intéressant, super important. Et le troisième point, c'est de savoir déléguer. Savoir déléguer, ça peut être dans deux sens différents. Ça peut être savoir déléguer en mettant au placard, c'est-à-dire mettre des objectifs particuliers sur des choses et se dire là, j'ai pas le temps, / j'ai pas l'envie, / c'est quelque chose qui est trop négatif pour moi. Et du coup, je décide de ne pas m'en occuper et de focaliser mes forces sur autre chose. Ou alors, ça peut être tout simplement délégué pour avoir quelqu'un qui s'occupe de quelque chose à sa place. Par exemple, si les réseaux sociaux, ça te prend trop de temps, ça te mine trop le moral parce que justement, tu n'as pas le retour que tu aimerais avoir sur tes photos ou autre, c'est bien de prendre un community manager pour ça. Voilà, donc déléguer à un certain point de son entreprise, c'est super important. Ensuite, quelque chose de super important en photographie, c'est le style. Moi, mon style, je l'ai
plus ou moins découvert, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de photographes. En tout cas, c'est un exercice que je fais faire à mes élèves régulièrement. C'est-à-dire que quand on n'a pas de style prédéfini ou qu'on n'a pas conscience d'avoir de style, la confiance en soi, elle peut en prendre un coup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est super important. Du coup, il y a plusieurs exercices à mettre en place pour trouver son style. Et c'est bien de le trouver parce que comme ça, on peut communiquer avec derrière. Au niveau du style du coup qu'on peut trouver, ça peut être au niveau de la retouche photo. Ça peut être au niveau du type de photo qu'on fait. Ça peut être au niveau de l'intention photographique. Et ça peut être au niveau des couleurs, tout simplement, qu'on utilise. Au niveau de la retouche photo, ça peut être un style plus ou moins poussé. Par exemple, si vous traînez souvent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, vous pouvez voir des photographes assez célèbres dans le monde entier. Je pense notamment à Ria Putzker, ou alors à Alicia Zimslowska, ou même à Claudio Piccoli, enfin, il y a plein de photographes qui ont un style dit européen. Le style dit européen, c'est les styles de photos où la retouche est vraiment très très poussée, et où du coup on a un fond qui va être totalement flou, tellement flou qu'on ne va même pas savoir dans quelle zone se trouve le chien. On ne va pas savoir si c'est dans une forêt, près d'une rivière ou quoi, ou en ville. C'est tellement flou en fait que le seul indice qu'on a concernant cette photo, c'est tout simplement la couleur qui est utilisée. En général, quand c'est des fonds flous verts, on se dit plus ou moins c'est dans la forêt. Quand c'est des fonds flous plutôt bleu-gris, on peut dire c'est à peu près en ville ou à côté d'un cours d'eau. Donc ça, c'est des photos qui sont très poussées au niveau du style de retouche, mais qui fonctionnent très bien parce qu'elles font un effet waouh. Donc la retouche, ça fait effectivement partie de votre style, donc qu'elle soit très poussée ou au contraire plus naturelle. Ensuite, il y a le type de photo aussi qu'on fait. Par exemple, tout simplement, si on fait plus des photos format portrait, format paysage, j'ai connu des photographes qui font des photos que en paysage, c'est très bien aussi. Le format portrait, format paysage, pour ceux qui ne savent pas, cette photo-là, c'est un format portrait. Le format paysage, c'est la photo qu'il y avait ici. Ça, c'est un format paysage. C'est juste l'orientation de la photo. Ensuite, au niveau du type de photo, ça peut être aussi le style de composition qu'on utilise. Par exemple, il y a beaucoup de compositions qui vont plus ou moins intégrer d'objets dans le décor. Par exemple, toutes les personnes qui s'approchent du style européen, tout ce qui va être photo très très flou, en général, il n'y a pas trop d'objets qui va rentrer dans les photos. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un arbre de temps en temps, un petit peu de fleurs, ce genre de choses, mais globalement, il y a très peu d'accessoires. Ensuite, ça va être l'intention. Pour moi, la photo, c'est de l'intention, c'est une histoire, et c'est super important, tout simplement, de transmettre ça. Pour moi, une photo, c'est très bien d'avoir de belles photos, mais je suis photographe pas pour faire des cartes postales. Je suis photographe vraiment pour que la personne, elle ait une photo de son animal, pour qu'il y ait une émotion derrière. Et pour moi, l'intention que je recherche, en fait, c'est que le client me dise, quand il voit les photos, « Waouh, ça, c'est vraiment lui ». Et quand j'entends cette phrase, pour moi, c'est bingo. C'est bingo, pourquoi? Parce que faire des cartes postales, c'est super bien, c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais à côté de ça, c'est juste un chien. Et comme je l'ai dit avant, je ne veux pas avoir juste un chien, je veux avoir mon chien, le chien. Celui qui fait vibrer mon cœur, et c'est ça en fait, la photo. Et du coup, pour moi, c'est super important. Donc, faire passer des émotions à travers les photos, faire passer des histoires, des expressions qui sont propres à votre animal, c'est super important. Et ensuite, les couleurs. Tout simplement, il y a des photographes qui sont spécialisés en noir et blanc, il y a des photographes qui sont spécialisés en couleurs. Il y en a qui ne vont pas du tout mettre de couleurs, ça dépend vraiment des styles, pareil. Ça se voit au niveau de la lumière aussi, qui rentre dans cette catégorie des couleurs. Tout ce qui va être du coup les lumières plus chaudes, les lumières plus froides. Il y en a qui sont spécialisés dans les photos de coucher de soleil, par exemple. Ça fait aussi partie du style. Donc pour trouver votre style, je vous conseille de prendre ces 4 points-là et de prendre par exemple entre 15 et 20 photos à vous que vous aimez bien. C'est important qu'il faut que la photo vous plaise. Une fois que vous avez sélectionné ces 15-20 photos qui vous plaisent, parmi cette liste, vous notez du coup tout ce qui revient régulièrement. Et là, vous aurez déjà un premier truc en fait de style, une première ébauche. C'est un exercice que je fais avec mes élèves en un petit peu plus poussé en formation, mais qui marche très bien. Parce que comme ça, on va pouvoir tout de suite dégager les éléments principaux et après travailler dessus et affiner. Donc pour trouver son style, tout simplement, il faut appliquer ces différentes choses-là. Voilà, pour moi c'est bon. Après, je pourrais parler encore de plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez envie que j'approfondisse un sujet en particulier?
Pas particulièrement. Tout est bon pour vous. J'ai été très claire. Est-ce que vous avez envie d'apprendre quelque chose en photo aujourd'hui ou pas? Vous n'avez pas envie d'apprendre la photo? Mais c'est triste ça, oui? Vous avez envie d'apprendre quoi en photo? Ah, attendez, je vais m'approcher. Alors, du coup, que la demoiselle nous a dit, parce que je pense qu'au fond, ils n'ont pas entendu, elle aimerait du coup apprendre un peu la généralité, c'est-à-dire tout simplement comment bien régler son appareil photo au début, comment du coup bien se positionner pour prendre des belles photos, et après comment bien retoucher ses photos. Ça tombe bien, c'est pile le sujet de mes formations. Du coup, pour commencer, pour bien connaître son appareil et surtout le régler, je vais dire quelque chose de très basique mais de super important, c'est qu'il faut lire son manuel. Voilà. C'est parfois un petit peu rébarbatif parce qu'effectivement, il est très épais. Mais en général, il y a des choses qui vont couler de source pour tout le monde. Mais il y a des spécificités selon les appareils photo que c'est bien de savoir par rapport du coup à son manuel. Pour bien régler son appareil photo, il faut d'abord bien connaître les réglages à utiliser. Les réglages à utiliser, ça va être le triangle d'or. Le triangle d'or, pourquoi je l'appelle comme ça? Il s'appelle aussi triangle d'exposition. Ça va être tout ce qui va être vitesse, ouverture et ISO. Ces trois réglages-là, ils vont fonctionner ensemble et quand on utilise du manuel ou du semi-automatique, c'est super important de les connaître et de savoir les régler. Parce que c'est grâce à ça qu'on a une bonne exposition et qui dit bonne exposition dit photo correcte. Alors forcément, ça ne fait pas toute la photo, on ne va pas se mentir, mais déjà, ça nous donne un bon sujet pour travailler et après, derrière, on peut faire des choses correctes. Pour les non-initiés, l'ouverture, c'est ce qui va donner du coup plus ou moins le flou derrière le sujet. Quand on fait la mise au point, on va avoir du coup le sujet vraiment net et plus notre ouverture est grande, donc un petit chiffre, plus le fond derrière il va être flou. Ça, on va pouvoir jouer avec de différentes manières. Ensuite, la vitesse, c'est tout simplement la vitesse d'obturation. Donc plus la vitesse va être grande, plus l'objectif va se fermer vite quand vous allez prendre la photo et plus la photo va être nette. Par contre, attention, parce que plus notre vitesse est élevée, comme ça se ferme très très vite, la lumière elle a moins le temps de rentrer dans l'appareil. Du coup, forcément, c'est moins exposé. Donc, pour pallier à ça, il faut monter les ISO. Les ISO, c'est tout simplement la sensibilité lumineuse de l'appareil. C'est-à-dire qu'on va lui dire, moi, j'ai envie que tu prennes 100 pixels de lumière quand tu fais la photo, par exemple. On peut monter, en général, la plupart des appareils, ils sont à 100 au minimum. Et après, on peut monter jusqu'à des sommes faramineuses, 64 000 ISO. Entre nous, ça ne sert à rien parce que plus on va monter dans les ISO, plus on va avoir du bruit. Le bruit, c'est les espèces de points, les espèces de grains sur la photo. Et quand il y en a trop, c'est juste dégueulasse. Voilà. Donc, les ISO, c'est bien de les laisser assez bas si c'est possible. Mais après, si on manque de lumière, on peut les augmenter. Et du coup, en disant à ton appareil photo, j'aimerais que tu prennes plus de lumière, plus d'ISO, on peut le monter à 200 ou 300 de façon très très simple et sans trop craindre le bruit. Là, il va lui dire, ok, elle veut que je prenne 200 pixels de lumière plutôt que 100 pixels de lumière. Donc c'est plus, donc j'augmente la lumière. Grosso modo, ça fonctionne un peu comme ça. Donc ça, c'est pour les réglages. Ensuite, pour bien se positionner par rapport aux animaux, moi, je crois à donf au bien-être animal, c'est pour ça que je suis là aussi. Et du coup, un animal, ça ne peut pas se faire poser aussi facilement qu'un humain. On ne peut pas le poser sur un tronc d'arbre et lui dire « Ok, maintenant tu souris, tu tournes la tête à 90 degrés, hop, parfait, bouge plus, je prends la photo. » Un animal, c'est pas possible. Alors certes, de temps en temps, il y a des chiens qui sont tellement focus qu'ils vont écouter le moindre fait et geste de leur maître ou maîtresse.
Mais les trois quarts d'animaux en séance photo, ils ne sont pas comme ça. C'est plutôt des foufous qui veulent jouer, qui veulent courir, qui veulent bouffer la friandise que tu leur agites sous le nez. Et du coup, forcément, bien se placer, ça n'a pas trop de sens au final. Parce que moi, ce que je veux, c'est capturer justement les émotions, capturer les expressions. Et pour ça, il faut que je laisse l'animal vivre. Donc du coup, l'animal, il va faire sa vie et moi, je vais juste être prête et m'adapter. Si je dois donner un conseil photo, c'est vraiment ça. Il faut s'adapter, être patient et se trouver prêt. Pour être prêt, il faut bien connaître son appareil et ses réglages, les avoir plus ou moins réglés à l'avance. Et après, il faut savoir du coup à peu près le caractère de l'animal. Si c'est un animal qui va être très joueur, on sait qu'on va se mettre plutôt dans un lieu restreint. Comme ça, il va avoir un lieu restreint pour jouer et du coup, on n'aura pas à courir 3 fois la plaine pour le prendre en photo. Si c'est un animal qui va être plutôt peureux, par exemple, il va falloir s'adapter en restant assez éloigné, en prenant un téléobjectif, par exemple. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont importantes à savoir. Donc plutôt que bien se placer, c'est vraiment bien s'adapter et connaître son modèle. Ensuite, tout ce qui va être retouche, il faut savoir que les 3 quarts des photographes actuellement utilisent Lightroom et Photoshop. Si vous voulez des solutions gratuites à Lightroom et Photoshop, parce que sinon c'est un abonnement à 12 € par mois, pour Lightroom, il y a Darktable, qui est super bien, qui est gratuit, c'est un équivalent. Et pour Photoshop, il y a GIMP. GIMP est beaucoup plus compliqué à prendre en main, mais c'est un équivalent gratuit à Photoshop. Du coup, ces deux logiciels sont parfaits pour la retouche, Lightroom et Photoshop, et ils vont nous permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Sachant qu'en retouche, personnellement, j'essaye de rester plutôt naturelle, parce que justement, je préfère faire ressortir le chien, son caractère et compagnie, plutôt que de faire une belle photo de carte postale. Après, pour la retouche, il y a plein de vidéos YouTube qui existent. Je donne des formations retouche spéciales si jamais vous voulez trouver votre style, parce que le style en retouche, ça se trouve aussi. Enfin, ça fait partie de son style, la retouche, plutôt. C'est mieux dans ce sens-là. Voilà, du coup, j'ai répondu à peu près à toutes tes questions. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors, la question suivante, c'est par rapport aux chats et aux objectifs photos qui concernent les chats. Donc, en général, les chats, ça se prend plutôt en photo en intérieur ou en studio. Donc déjà, il faut avoir un objectif à courte focale. Un objectif à courte focale, c'est un objectif qui va être entre 35 mm et 50 mm à peu près. Ça peut être beaucoup plus court, auquel cas on rentre dans la catégorie des grands angles. Par exemple, là sur le studio actuellement, j'ai un 16-35 pour faire des photos. Donc ça peut prendre vraiment des photos très larges. D'ailleurs, petit moment pub, il reste des créneaux pour les séances photos si jamais vous voulez, voilà. Mais du coup, les objectifs pour ça, ça va vraiment être les objectifs à courte focale parce que les chats, c'est plutôt en intérieur. Et comme on est en intérieur, on a moins de recul. Et comme on a moins de recul, il faut mieux privilégier un objectif assez court. Sachant que pour un budget raisonnable, un objectif qui est vraiment génial, c'est le 50 mm 1.8. 1.8, c'est l'ouverture. Donc il y a le 50 mm ou le 85 mm. Le 85 mm pour les chats, c'est peut-être un peu plus juste parce que du coup, il est plus grand. Mais c'est un objectif qui est nickel parce que rapport qualité-prix, c'est le meilleur du marché actuellement. Et ce, quelle que soit la marque, que ce soit Nikon, Canon, Sony, le 50 mm 1.8, c'est vraiment l'objectif le plus travaillé qu'importe la marque et qui, du coup, niveau qualité-prix, c'est le meilleur. Voilà. Après, il en existe aussi en 1.4, par exemple, avec une ouverture plus grande. Ils sont beaucoup plus chers. Je ne les conseille pas forcément pour les débutants parce que, du coup, vous n'allez pas voir la différence. Voilà. Une autre question ? Oui, là? Non? C'est bon? Là-bas, j'arrive. Alors, la question était par rapport justement à si j'aime bien faire des photos autres que les animaux domestiques, chats, chiens. La réponse est oui et non.
C'est-à-dire que oui, j'aime beaucoup prendre des photos à l'arrache, en fait, quand je me balade. Souvent, c'est avec mon appareil photo portable, tout simplement parce que j'ai pas forcément mon gros réflexe professionnel avec moi tout le temps. Mais j'aime beaucoup prendre tout simplement des cygnes, des écureuils. Je suis allée à Londres, j'ai bombardé les écureuils de photos. Je suis allée aussi 2-3 fois dans des zoos pour faire des photos, pour essayer justement de faire des photos un peu plus propres. Là, j'avais mon appareil photo et voir pour démarcher les zoos. Mais au final, c'est quelque chose qui m'a pas tant plu que ça. Je préfère vraiment l'interaction en fait qu'on a avec les animaux de compagnie, nos animaux à nous en fait, tout simplement, parce que dans ces moments-là, je peux vraiment capturer les petits regards, la complicité, l'amour qu'il y a entre le maître et l'animal. Donc voilà. Ok. D'autres questions? On est bon? Eh bien, c'est parfait. Écoutez, merci à tous d'être venus à cette petite conférence. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Et je vous laisse là. Et encore merci à tous pour l'écoute. Et du coup, j'en reprofite pour dire qu'il reste des créneaux pour la séance photo là-bas avec mon acolyte Amandine du Studio Naturel qui est basée en Bretagne. Et que si jamais je donne des formations photos pour tout ce qui est réglage, pour tout ce qui est retouche, pour apprendre du coup à faire des belles photos de son animal de compagnie. Voilà, merci à tous.